La pauvre femme de la campagne fut humiliée par les cadres, jusqu'à ce que le PDG millionnaire la voie et change tout. Claire Bouvier avait 34 ans et une vie paisible, presque silencieuse, dans un petit village niché entre les collines ondulantes de la Bourgogne. Elle habitait une maison en pierre héritée de ses grands-parents, juste à côté des vignes que sa famille cultivait depuis des générations. Le matin, elle ouvrait ses volets en bois en écoutant le chant des merles, puis elle se rendait à pied à la coopérative artisanale où elle travaillait depuis 8 ans. Son rôle, préparer les commandes de confiture, de miel rare, de savon à base de lavande locale et de fromage affiné à la main. Rien d'extravagant, mais elle aimait cette simplicité. Ses journées étaient rythmées par les saisons, les marchés du week-end et les réunions informelles avec les producteurs du coin. Claire n'était pas quelqu'un qu'on remarquait. Elle avait les cheveux toujours attachés, des habits pratiques et une manière de parler qui trahissait ses racines rurales. Dans le village, elle était respectée, mais peu connue au-delà. Elle appartenait à cette catégorie de personnes honnêtes, efficaces, mais invisibles au reste du monde. Un jeudi matin d'août, alors que le soleil chauffait déjà les pierres du vieux bâtiment de la coopérative, Claire reçut une lettre inhabituelle. L'enveloppe, épaisse et élégante, portait un sceau officiel. Elle l'ouvrit avec précaution, debout à côté des étagères remplies de bocaux et de paniers en osier. La lettre provenait d'un comité national de promotion des produits du terroir. Elle y était invitée à représenter la coopérative lors d'un salon professionnel à Paris, une des plus grandes foires de l'année. Tout serait pris en charge: transport, hébergement, stand de présentation. Son nom avait été proposé par un partenaire anonyme du projet pilote. Claire relut la lettre 3 fois. Elle n'avait jamais mis les pieds à Paris. Pour elle, la capitale n'existait que dans les journaux, dans les images à la télévision ou les souvenirs de certains touristes égarés. L'idée de quitter son univers pour représenter son village devant des gens en costume cravate la paralysait presque. Elle n'était pas formée pour ça. Elle n'avait jamais pris la parole devant plus de 10 personnes à la fois. Son accent bourguignon était prononcé, ses vêtements pratiques et son expérience urbaine inexistante. Mais elle pensa à la coopérative, à la confiance implicite qu'on lui témoignait en l'envoyant là-bas. Refuser aurait été plus simple, plus sûr, mais quelque chose au fond d'elle refusa l'évitement. Elle annonça la nouvelle à l'équipe le soir même. Certains la félicitèrent avec chaleur. D'autres furent plus réservés, voire sceptiques. « Tu crois que tu vas t'y retrouver là-bas » demanda le vieux René qui fabriquait les fromages. « Faut pas qu'il te mange tout cru, hein ?» Claire répondit avec un sourire incertain. Elle ne croyait pas vraiment en ses chances de briller à Paris. Elle ne voulait pas briller. Elle voulait simplement ne pas faire honte à son village. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Claire sélectionna les meilleurs produits: confiture de cassis noir, miel de châtaignier, savon à la verveine, quelques bouteilles de vin de la petite exploitation de sa cousine. Elle s'acheta un manteau sobre et une robe noire simple, espérant ainsi passer inaperçue plutôt que mal jugée. Son sac de voyage prêt, elle monta dans le train un matin de septembre, le cœur lourd et l'esprit empli d'appréhension. À son arrivée à Paris, tout lui parut plus rapide, plus bruyant, plus froid. Les passants marchaient avec une détermination presque violente. Les panneaux lumineux clignotaient de partout, et même l'air semblait différent, saturé de tension. Le salon avait lieu dans un immense centre de congrès où chaque stand semblait plus sophistiqué que le précédent. Elle fut dirigée vers le sien, modeste mais soignée. Une petite nappe à carreaux, des étiquettes écrites à la main, des produits alignés avec soin. Elle passa la première soirée seule dans sa chambre d'hôtel, trop nerveuse pour explorer la ville. Son regard s'attarda longuement sur les toits parisiens visibles par la fenêtre. C'était un autre monde. Elle se sentait minuscule, déplacée, presque illégitime. Mais elle n'était pas venue pour elle. Elle était là pour représenter quelque chose de plus grand, les gens qui l'avaient choisie. Le lendemain matin, à 7h30, elle arriva la première sur le site du salon. Elle arrangea son stand une dernière fois, inspira profondément et attendit l'ouverture des portes. Les visiteurs commencèrent à affluer. Beaucoup passaient devant son stand sans s'arrêter. D'autres jetaient un regard curieux, parfois condescendant. Elle tenta de sourire, de parler, d'expliquer ses produits. Certains l'écoutaient poliment. D'autres passaient à côté comme si elle n'existait pas. Pourtant, Claire tenait bon. Elle répondait avec douceur, expliquait les recettes de sa grand-mère, racontait la patience derrière chaque pot de confiture. À midi,
Elle n'avait encore rien vendu, mais elle refusait de perdre espoir. Elle ignorait alors que ses pas discrets dans cette capitale immense allaient provoquer une chaîne d'événements capables de bouleverser toute sa vie. Une main invisible, peut-être, l'avait tirée de son anonymat campagnard pour l'amener ici, au bord de quelque chose qu'elle ne pouvait encore nommer. Dès les premières heures de la matinée, la salle d'exposition se transforma en une marée de costumes bien taillés, de tailleurs aux coupes nettes, de parfums coûteux qui se mêlaient à l'odeur de papier glacé et de plastique neuf. Claire, debout derrière son petit stand recouvert d'un tissu à carreaux rouges et blancs, se tenait droite, les mains légèrement posées sur la table, comme pour s'y ancrer. Elle portait une robe noire simple, choisie la semaine précédente dans une boutique de prêt-à-porter à Dijon, et un chignon fait à la hâte. Son badge pendait maladroitement sur sa poitrine, griffonné à la main, contrastant avec les logos imprimés des autres exposants. Elle avait répété mentalement plusieurs fois ce qu'elle dirait aux visiteurs, mais rien ne l'avait préparée au regard que certains poseraient sur elle. Vers 10 heures du matin, alors que l'allée devant son stand devenait plus animée, un groupe d'hommes en costume sombre ralentit à sa hauteur. Ils étaient 4, bien coiffés, parlant bas entre eux avec cette assurance discrète de ceux qui n'ont jamais douté de leur place dans le monde. Leurs regards balayèrent rapidement le stand, les pots de confiture étiquetés à la main, les morceaux de savon enveloppés dans du papier craft, les petites cartes explicatives écrites avec soin. Puis, leurs yeux se posèrent sur Claire. Un d'eux fit une moue imperceptible. Un autre souffla quelque chose à l'oreille de son voisin qui éclata d'un rire sec, contenu mais suffisamment audible pour percer l'atmosphère. Claire tenta de ne rien laisser paraître. Elle se pencha légèrement en avant, comme si elle n'avait rien entendu, et dit d'un ton égal « Bonjour messieurs, puis-je vous présenter nos produits ? Ils viennent directement de la région de la Bourgogne, faits à la main, sans additifs, dans le respect des traditions. » Elle accompagna ces mots d'un geste vers les bocaux alignés devant elle. Mais aucun des hommes ne répondit. L'un d'eux, celui qui semblait être le plus jeune, à la mâchoire carrée et aux lunettes fines, fit un petit signe de tête comme pour dire « non, merci », puis murmura quelque chose à nouveau. Cette fois, Claire entendit distinctement. On dirait une vitrine de marché de village ou d'une kermesse d'école. Les autres rirent à nouveau, plus ouvertement. L'un d'eux s'attarda encore une seconde de trop, la dévisageant de haut en bas, avant de tourner les talons. Claire sentit une chaleur monter à son visage, une boule se former dans sa gorge. Elle resta immobile, figée, ses mains toujours posées sur la table. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait espéré exactement en venant ici, mais certainement pas cette violence silencieuse, ce mépris feutré qui l'écrasait sans bruit. Le reste de la journée se déroula comme dans un brouillard. Quelques visiteurs vinrent goûter ses produits, poser des questions. Mais même lorsqu'ils étaient polis, elle sentait dans leur regard une distance, une curiosité un peu condescendante. Elle entendit à plusieurs reprises des remarques sur son accent, sur ses manières authentiques, terme qu'on utilisait visiblement comme une sorte de compliment exotique. Une journaliste d'un magazine gastronomique s'arrêta un instant, prit quelques notes, puis partit sans même prendre de carte de visite. Claire fit de son mieux pour rester souriante, pour garder la tête haute, mais au fond d'elle, une certitude s'installait. Elle n'avait pas sa place ici. Vers 16 heures, un micro grésilla à l'entrée de la salle. Un responsable annonçait une session de présentation rapide, où chaque exposant volontaire pouvait venir parler de ses produits devant un petit public de professionnels. Claire hésita, puis leva la main. Elle se dit que c'était peut-être sa seule chance de faire entendre sa voix autrement qu'à travers les étiquettes de ses bocaux. On lui attribua une heure précise, 17h15. Quand son tour arriva, elle monta sur l'estrade modeste aménagée dans un coin de la salle, un micro à la main, un projecteur éclairant sa silhouette. Devant elle, une trentaine de personnes assises, d'autres debout au fond, des téléphones dans les mains, certains visiblement distraits. Elle se présenta, parla de la coopérative, de ses collègues, de la manière dont chaque produit était fabriqué. Elle raconta comment sa grand-mère lui avait appris à choisir les fruits à maturité parfaite, comment les abeilles de son voisin produisaient un miel rare au reflet doré. Elle parlait avec simplicité mais avec sincérité. Au bout de 2 minutes, elle vit 2 hommes entrer discrètement au fond de la salle. C'étaient les mêmes que le matin. Ils chuchotèrent à quelque chose, puis rièrent à nouveau. Claire perdit brièvement le fil de sa pensée. Une goutte de sueur glissa lentement le long de sa tempe.
Elle tenta de continuer, mais un des hommes s'appuya sur le mur en croisant les bras, l'air moqueur. Une femme dans la salle tourna la tête vers eux, puis vers Claire, visiblement gênée. Quand elle termina sa présentation, il n'y eut que quelques applaudissements polis. Personne ne posa de questions. Claire descendit de l'estrade le cœur serré, le pas plus lourd qu'à l'aller. De retour à son stand, elle s'assit sur une chaise pliante, les bras croisés sur les genoux. Elle resta là un long moment, le regard vide, tentant de reprendre le contrôle de ses émotions. Elle savait qu'elle n'était pas venue pour séduire ou impressionner, mais elle ne s'attendait pas à être humiliée si cruellement. La capitale ne l'avait pas seulement ignorée. Elle l'avait jugée, réduite, piétinée. Elle sortit une petite bouteille d'eau de son sac, but une gorgée, puis essuya discrètement ses yeux avec un mouchoir en tissu. Elle voulait simplement terminer la journée sans s'effondrer. Ce soir, elle rentrerait à l'hôtel, préparerait ses valises et prendrait son train dès le lendemain. L'aventure parisienne n'avait duré qu'un battement de cœur et elle avait suffi à lui rappeler combien elle était étrangère à ce monde. Mais tandis qu'elle rangeait lentement ses affaires, sans savoir que quelqu'un l'observait depuis un moment, elle ignorait encore que sa dignité dans la tempête venait de marquer un regard qui n'avait rien de moqueur. Le silence tombé sur le stand de Claire, après la fin de l'agitation de la journée, était presque brutal. Les néons du salon clignotaient encore faiblement. Certaines lumières se tamisaient et le brouhaha des voix s'était transformé en une rumeur sourde, lointaine. Les derniers exposants remballaient leurs produits avec méthode, les techniciens démontaient les installations et la plupart des visiteurs avaient déjà quitté les lieux. Claire, elle, n'avait pas bougé depuis plusieurs minutes. Assise, elle rangeait lentement les échantillons restants, pliant le tissu de sa table avec minutie, comme pour prolonger le moment et éviter de se retrouver seule dans sa chambre d'hôtel face à la honte qui n'avait cessé de la ronger depuis le matin. Elle avait le visage fermé, les traits tirés, mais aucune larme ne coulait. C'était un silence de dignité meurtri, celui que l'on garde lorsqu'on refuse de s'effondrer. Elle plaça les pots dans une caisse, aligna les cartons, vérifia les étiquettes une dernière fois. Elle allait se pencher pour ramasser son sac lorsqu'une voix grave, calme, se fit entendre derrière elle. « Bonsoir. Puis-je vous aider à porter quelque chose ?» Elle se redressa surprise. Un homme se tenait là, seul, vêtu d'un manteau sombre et d'une écharpe grise, son badge retourné sur sa veste, le regard posé mais sans insistance. Il n'avait rien du profil tape à l'œil qu'elle avait vu toute la journée. Ni arrogance, ni condescendance dans sa posture, juste une présence discrète, attentive. Claire hésita une seconde, puis répondit simplement, presque sur la défensive, « Non, merci, j'ai presque terminé. » Il ne bougea pas. Il observa un instant la caisse de produits encore ouverte, puis ajouta d'un ton doux, « J'ai assisté à votre présentation tout à l'heure, et j'ai goûté à votre confiture en passant. Cassis noir, si je ne me trompe pas. C'est exceptionnel. » Claire leva les yeux vers lui, surprise qu'il mentionne les produits sans détour. Elle répondit plus doucement, mais avec prudence. « Merci. C'est une recette de ma grand-mère. On cueille les fruits à la main et on laisse macérer toute une nuit. Ça développe les arômes. » Il hocha lentement la tête, comme s'il enregistrait chaque mot avec attention, puis tendit la main. « Étienne. Étienne Morel. » Claire serra sa main brièvement. Elle n'avait jamais entendu ce nom et il ne semblait pas attendre qu'elle le reconnaisse. Il poursuivit sans chercher à combler les silences. « J'ai remarqué la manière dont vous avez tenu bon aujourd'hui. Certains auraient quitté la salle. Vous avez continué, même après ce que c'est. Collègues ont fait, c'est admirable. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle n'aimait pas qu'on parle de ce moment et encore moins qu'on le souligne. Cela renforçait son humiliation, même avec de bonnes intentions. Finalement, elle dit d'une voix mesurée, « Je n'étais pas là pour eux. J'étais là pour les gens qui m'ont fait confiance. » Étienne sourit, presque imperceptiblement, puis s'approcha du stand. Il prit un petit pot de miel, le retourna dans ses mains, lut l'étiquette, puis le reposa. « Vous avez un vrai trésor entre les mains, et vous le traitez avec un respect qui se perd. » Claire, malgré elle, sentit quelque chose céder légèrement en elle. Cette manière de parler sans précipitation, sans jouer un rôle, la déstabilisait. Elle lui demanda enfin « Et vous représentez quelle entreprise ?» Il eut un petit mouvement de tête, comme si la question le surprenait à moitié, ou plutôt comme s'il s'y attendait mais n'avait pas encore décidé de sa réponse. « Je travaille dans la grande distribution.
Je m'occupe d'évaluer certains partenariats. La réponse était vague, volontairement. Claire le sentit, mais n'insista pas. Elle n'avait pas la force de jouer à deviner qui il était réellement. Il reprit la parole, plus direct. « Est-ce que vous avez déjà envisagé de distribuer vos produits à l'échelle nationale ?» Elle fronça légèrement les sourcils. La question était sérieuse, mais elle lui semblait disproportionnée. Elle secoua la tête. « Notre coopérative est petite. On vend surtout localement, parfois à Dijon. On n'a pas la structure pour aller plus loin. » Étienne croisa les bras, regardant à nouveau les produits sur la table. « Et si vous aviez cette structure ?» Claire le fixa. Elle ne savait pas s'il parlait pour être aimable, s'il plaisantait, ou s'il testait simplement sa réaction. Elle répondit avec un sourire un peu las. « Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas qu'une question de logistique. C'est un choix de vie. On ne fait pas ça pour devenir riche. On fait ça parce qu'on y croit. » Il hocha la tête avec lenteur. « Et c'est exactement pour ça que vous méritez d'être entendu. » Un silence s'installa. Puis, sans qu'elle sache pourquoi, Claire sentit qu'il était temps de partir. Elle termina de fermer la caisse, la souleva avec précaution et fit un pas en direction de la sortie. Étienne la devança et ouvrit la porte. Juste avant de la laisser passer, il ajouta « Je vais vous envoyer une invitation pour venir présenter vos produits dans un autre cadre, plus professionnel, mais aussi plus respectueux. » Claire s'arrêta, le fixa et demanda enfin « Pourquoi moi ?» Il y avait des dizaines d'exposants. Il répondit sans détour « Parce que vous êtes la seule qui n'a pas essayé de vendre une image. Vous avez présenté une vérité. » Elle ne sut quoi répondre. Elle sortit sans un mot, la caisse entre les bras, le cœur un peu moins lourd. Sur le trottoir, l'air frais de la nuit la surprit. Elle regarda une dernière fois le centre d'exposition, se demandant si cette rencontre avait vraiment eu lieu. Elle ne savait rien de cet homme et pourtant, elle sentait que quelque chose venait de changer. Pas dans le monde, en elle. Elle regagna son hôtel à pied, refusant un taxi, comme pour prolonger ce moment suspendu. Dans sa chambre, elle posa la caisse sur le bureau, s'assit sur le lit et relut les étiquettes qu'elle avait elle-même écrites des semaines plus tôt. Puis, sans vraiment réfléchir, elle alluma son téléphone, ouvrit sa boîte mail et y trouva déjà un message. « Madame Bouvier, nous serions honorés de vous recevoir prochainement au siège de notre entreprise afin de découvrir plus en profondeur vos produits et votre démarche. Bien à vous, Étienne Morel, groupe Novatera. » Elle relut 3 fois. Puis, pour la première fois depuis son arrivée à Paris, elle se permit un sourire, léger, mais vrai. Le train quittait la gare de Dijon en fin d'après-midi, longeant les paysages vallonnés de la Bourgogne, et Claire regardait le monde défiler par la fenêtre sans vraiment le voir. Une semaine s'était écoulée depuis le salon. Une semaine pendant laquelle elle avait tenté de reprendre le cours de sa vie, d'oublier les moqueries et l'inconfort, de se réfugier dans la routine rassurante de la coopérative. Mais le message d'Étienne, relu des dizaines de fois, s'était incrusté dans son esprit. Elle avait longtemps hésité à répondre. Puis après avoir consulté rapidement le site internet du groupe Novatera et découvert qu'il s'agissait de l'un des plus grands groupes de distribution en France, elle comprit que ce rendez-vous ne pouvait être ignoré. Elle répondit, acceptant poliment l'invitation. À son arrivée à Paris, une voiture de la société l'attendait. Le chauffeur courtois la conduisit dans un quartier d'affaires moderne, aux lignes épurées, où les façades en verre reflétaient un ciel gris. Le contraste avec la pierre chaude de son village était saisissant. Elle descendit devant un immeuble imposant de 12 étages, décoré de plantes en pot alignées au millimètre près. L'accueil fut professionnel, presque froid. On lui tendit un badge d'accès et on lui indiqua le dernier étage. L'ascenseur montait en silence, diffusant une musique de fond qui accentuait son malaise. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion vitrée où elle devait présenter ses produits, son cœur s'accéléra. Devant elle, autour d'une grande table en bois clair, se trouvaient 8 personnes, toutes en costume ou tailleur sombre, leurs visages fermés, leurs ordinateurs ouverts. Parmi elles, 2 visages familiers, ceux des hommes qui s'étaient moqués d'elle au salon. Claire sentit une tension lui nouer la gorge, mais elle se força à garder la tête haute. Étienne n'était pas encore arrivé. Une assistante installa les échantillons sur la table centrale pendant que Claire prenait place au bout, sans qu'aucun mot ne soit échangé. L'un des directeurs, un homme aux cheveux poivre et sel et à l'air sévère, lança la réunion d'un ton neutre. « Nous allons écouter la présentation de Madame Bouvier. Le projet de partenariat avec les producteurs locaux
est encore à l'étude. Mais cette démonstration entre dans le cadre du programme pilote validé par la direction générale. Claire inspira profondément. Elle se leva, réajusta discrètement sa veste, puis commença à parler. Elle ne lut aucun papier. Elle expliqua la philosophie de sa coopérative, le travail manuel, l'engagement pour la qualité plutôt que la quantité. Elle passa les produits un à un détaillant leur origine, leur méthode de fabrication, les saisons de récolte. Certains membres prenaient des notes, d'autres regardaient leurs écrans. Elle nota que les deux hommes moqueurs du salon échangèrent des regards, mais ne dirent rien. Puis au moment où elle allait conclure, la porte s'ouvrit discrètement et Étienne entra. Il portait une chemise claire, sans cravate, et s'assit sans un mot à la place restée vide à l'autre bout de la table. Il croisa brièvement le regard de Claire, lui adressant un léger signe de tête. Elle termina sa présentation, puis se rassit. Le silence dura quelques secondes, jusqu'à ce qu'un des directeurs prenne la parole. Son ton était poli, mais glacial. « Merci pour votre intervention, Madame Bouvier. Cela dit, permettez-moi une remarque. Vos produits ont certes une certaine authenticité, mais la stratégie de Novaterra vise une image premium. Est-ce que votre gamme correspond réellement à notre positionnement ?» Claire resta un instant interdite. Elle s'attendait à cette question, mais l'entendre formulée aussi directement devant tous la prit de court. Avant qu'elle ne réponde, Étienne prit la parole calmement. La stratégie premium n'est pas contradictoire avec l'authenticité. Ce sont justement des produits comme ceux de Madame Bouvier qui peuvent incarner une valeur ajoutée réelle dans notre réseau. Le luxe aujourd'hui, c'est le vrai. Un murmure d'approbation se fit entendre du côté de deux membres plus jeunes du comité. Mais le directeur aux cheveux poivre et sel, que Claire apprendrait plus tard s'appelait Arnaud Delcourt, garda son air fermé. Encore faut-il que cette authenticité soit perçue comme telle par le consommateur. Et pour cela, il faut un langage de marque, une image. Ces pots étiquetés à la main, ces emballages simples, ce n'est pas suffisant. Claire sentit une montée de colère, maîtrisée mais vive. Elle se redressa légèrement et répondit « Ces étiquettes, c'est justement ce que les clients viennent chercher quand ils quittent les grandes surfaces. Une histoire vraie, pas un storytelling fabriqué. Une main humaine, pas une machine à slogan. » Le silence fut plus lourd cette fois. Étienne, les bras croisés, ne dit rien. Il fixait Delcourt avec une neutralité feinte, mais son regard trahissait une tension sous-jacente. Finalement, le directeur marketing proposa de mettre en place une analyse de marché à petite échelle, en utilisant les produits de Claire dans une sélection réduite de magasins tests. La décision serait entérinée dans les jours suivants. À la sortie de la réunion, Étienne rattrapa Claire dans le couloir. « Vous avez été brillante. » Ils ne s'y attendirent pas. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle avait l'impression d'avoir traversé un champ de mines. Elle se contenta de souffler. « On dirait qu'il me tolère, mais sans me voir réellement. » Étienne hocha la tête, pensif. « Vous les déstabilisez. Ce n'est pas qu'ils ne vous voient pas, c'est qu'ils ne savent pas comment vous intégrer sans renoncer à leur schéma habituel. » Elle s'arrêta devant l'ascenseur. « Et vous, vous savez ce que vous voulez ?» Il répondit sans hésiter. « Je veux qu'on donne à des gens comme vous une vraie place, pas une vitrine, pas un quota, une place durable. » L'ascenseur s'ouvrit. Claire entra sans détourner le regard. Avant que les portes ne se referment, elle lança « Alors il faudra faire plus que m'inviter à une réunion. » Ce soir-là, de retour dans sa chambre d'hôtel, elle relut ses notes. Elle se souvenait de chaque mot échangé, de chaque regard. Elle sentait que ce partenariat naissant ne serait pas seulement une question de chiffres ou de produits. Il s'agissait de confiance, de légitimité, et surtout de ne pas laisser les autres définir sa valeur. Mais derrière cette première victoire, une autre réalité se dessinait déjà dans les couloirs du groupe. Un agacement feutré, une résistance invisible, mais bien présente. Et Claire, sans le savoir encore, venait de s'engager sur un chemin où l'élégance rurale allait devoir affronter les mécanismes d'un monde qui n'avait jamais prévu de faire de la place à une femme comme elle. 3 jours s'étaient écoulés depuis la réunion au siège de Novaterra, et Claire se trouvait de nouveau dans son village, entourée des odeurs familières de lavande séchée, de cire d'abeille et de terre mouillée. Mais son esprit, lui, n'avait pas quitté Paris. Ce qu'elle avait vécu là-bas continuait à tourner dans sa tête, entrecoupé de souvenirs, de regards froids, de remarques implicites, mais aussi de cette étrange conversation dans le couloir avec Étienne. Tout en étiquetant les nouveaux pots de confiture,
Elle réfléchissait à ce que ce partenariat pourrait réellement représenter pour sa coopérative. Un seul point restait flou. Pourquoi, parmi tant d'autres producteurs, avait-elle été choisie? La réponse arriva plus tôt qu'elle ne l'aurait imaginé. Un appel de l'assistante d'Étienne la convoqua à une seconde rencontre au siège, cette fois en comité réduit. Curieuse, mais aussi méfiante, Claire accepta. Elle fit le voyage dans la journée, sans prévenir personne à la coopérative, préférant garder ses avancées encore confidentielles. Lorsqu'elle entra dans la salle vitrée du 6e étage, Étienne l'attendait seul, sans ordinateur, sans équipe, assis de manière détendue mais attentive. Il l'invita à s'asseoir et lui tendit un dossier. À l'intérieur, des documents internes du groupe Novatera, notes de réunion, rapports d'audit, listing de fournisseurs. Son nom y apparaissait clairement, avec des annotations à la main. Étienne expliqua d'un ton calme et direct que le groupe avait lancé quelques mois plus tôt un projet expérimental destiné à valoriser les circuits courts et les producteurs régionaux. Un projet personnel, piloté dans l'ombre par lui-même. Et c'est là qu'il lâcha l'information qui fit basculer la compréhension de Claire. C'était lui qui avait choisi sa coopérative, sans l'aide d'aucun comité, sans appel à candidature. Il avait goûté ses produits dans une boutique indépendante à Beaune, lors d'un déplacement, et avait été frappé par leur authenticité. Claire resta muette un instant, le regard fixé sur les documents. Elle feuilletait les pages, lisait les rapports, voyait les commentaires manuscrits d'Étienne. Elle leva enfin les yeux vers lui. « Vous avez donc mis mon nom dans un projet stratégique, sans que personne ne le sache ?» Il acquiesça. « Je savais que ça allait provoquer des résistances. Mais je pensais que la qualité parlerait d'elle-même. » Claire s'adossa à sa chaise, l'esprit en alerte. « Et les autres? Les directeurs? Les responsables achats? Ils sont au courant maintenant ?» Étienne hocha lentement la tête. Depuis la présentation, oui, et il n'approuva pas tous, surtout Delcourt. Claire n'était pas surprise. Le comportement d'Arnaud Delcourt lors de la réunion avait été suffisamment éloquent. Étienne poursuivit. Il est très influent au sein du comité de direction. Il prône une ligne premium construite autour de marques fortes et de packaging sophistiqué. Pour lui, votre présence dans ce projet est une anomalie. Elle réfléchit un instant, pesant ses mots. Et vous? Vous pensez toujours que j'ai ma place ici? Oui, mais je ne suis pas naïf, ça va être compliqué. Ce jour-là, Claire rentra chez elle avec une certitude nouvelle, mais aussi avec un poids sur les épaules. Elle était entrée dans un jeu de pouvoir qu'elle n'avait jamais cherché à intégrer. Un jeu dans lequel elle n'avait ni formation, ni réseau, ni protection réelle. Et pourtant, elle en faisait maintenant partie. Les premières conséquences ne tardèrent pas. Une semaine plus tard, elle reçut un mail lui indiquant qu'une réunion de suivi du projet, prévue avec le service logistique, avait été reportée à une date ultérieure. Le lendemain, un autre message l'informait que certains documents de présentation de ces produits avaient été égarés par le service marketing et qu'il fallait les renvoyer. Claire, méthodique, les renvoya dans l'heure, accompagnée d'un accusé de réception. Mais les reports se succédèrent, réunions décalées, appels annulés à la dernière minute, silence sur les résultats de tests en magasin. Elle comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas de simple désorganisation. Elle en parla à Étienne, qui confirma à demi-mot que certaines frictions internes étaient en train de s'intensifier. Officiellement, il ne pouvait rien prouver. Mais en coulisses, il savait que plusieurs membres du comité cherchaient à saboter le projet local, ou du moins à le ralentir jusqu'à son abandon naturel. Pour eux, Claire représentait une faille dans le modèle d'image que le groupe tentait de construire. Une femme sans formation académique prestigieuse, issue d'un village inconnu, sans capital marketing, et pourtant au centre d'une initiative stratégique. Elle était une anomalie, et les anomalies dérangent. Dans les semaines qui suivirent, Claire vit ses contacts chez Novatera se réduire. Les réponses devenaient plus froides, plus administratives. Certains responsables ne répondaient plus du tout. Un jour, en consultant les réseaux sociaux professionnels, elle découvrit qu'une présentation de nouveaux produits locaux avait été organisée dans un magasin pilote, sans qu'elle ait été invitée. D'autres coopératives y figuraient, plus présentables, selon les standards classiques. Le nom de la sienne n'était mentionné nulle part. Elle tenta de rester digne, de continuer à gérer la coopérative comme avant. Mais ses collègues remarquèrent son trouble, son agitation croissante. Un soir, après la fermeture,
Elle resta seule dans le local de la coopérative, les mains posées sur la table de travail. Elle comprenait maintenant que la route serait longue, semée de pièges, et que sa seule force serait de continuer à incarner ce qu'elle avait toujours été. Une femme honnête, travailleuse et déterminée à défendre ce en quoi elle croyait. Mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas se contenter de la patience. Pas cette fois, car ce qui se jouait désormais dépassait sa seule personne. C'était la place que l'on accordait ou refusait à tout un monde oublié, celui des petits producteurs, des savoir-faire discrets, des voix qu'on jugeait trop simples pour être entendues. Et Claire, sans l'avoir cherché, en était devenue l'un des symboles. La tension dans l'air devenait palpable, même à distance. Chaque échange entre Claire et les différents services de Novaterra prenait une tournure étrange. Les formules de politesse devenaient mécaniques, les réponses tardaient sans explication, et les visages, lors des rares visioconférences, affichaient un professionnalisme si rigide qu'il en devenait presque hostile. L'enthousiasme initial avait disparu. Le ton poli dissimulait mal une volonté de décourager, voire d'écarter. Mais Claire refusait de plier. Elle envoyait les documents demandés dans les délais, confirmait sa présence aux réunions déplacées à la dernière minute, insistait avec fermeté lorsqu'on prétendait ne pas avoir reçu ses échantillons. Elle notait tout, traçait chaque action, archivant chaque courriel. L'origine de cette résistance ne faisait plus de doute. Arnaud Delcourt, directeur des achats stratégiques, n'était pas seulement sceptique, il était devenu un opposant actif. Claire comprit vite qu'il ne se contentait pas d'ignorer son projet, mais qu'il cherchait à le faire échouer de manière silencieuse en sabordant l'organisation autour d'elle. Son réseau interne, composé de cadres intermédiaires fidèles et bien positionnés, relayait sa vision d'un groupe orienté vers le haut de gamme conventionnel, où l'authenticité rurale de Claire n'avait, selon lui, aucune place. Les sabotages prenaient des formes subtiles, mais efficaces. Un dossier de certification qualité transmis par Claire fut déclaré non conforme parce qu'il manquait une signature, pourtant visible sur le document original. Une session de dégustation prévue dans un magasin phare fut annulée le jour même pour indisponibilité logistique, alors que tout avait été préparé en amont. Pire encore, l'équipe marketing fit disparaître temporairement le nom de la coopérative de la plateforme interne de suivi de projet. Claire dut alerter Étienne pour que l'accès soit rétabli. Il s'excusa, promettant de s'en occuper personnellement, mais elle sentit qu'il était de plus en plus isolé dans sa propre entreprise. Étienne n'avait plus la même liberté de mouvement. Lorsqu'il tentait de défendre Claire ou de relancer le projet, certains membres du conseil d'administration évoquaient des incompatibilités stratégiques ou des risques de cannibalisation d'image. Les arguments n'étaient jamais frontaux. Ils étaient feutrés, enveloppés dans des considérations techniques, budgétaires ou marketing. Mais derrière ces justifications se cachait une volonté claire, empêcher Claire d'exister au sein du projet. La crainte d'une transformation trop profonde de l'image du groupe suscitait des résistances d'autant plus fortes qu'elle était portée par une femme extérieure, sans appui, et qui incarnait tout ce que ce monde feignait de valoriser, mais rejetait dès que cela menaçait ses équilibres. Un matin, alors qu'elle se préparait à intervenir dans une nouvelle réunion par visioconférence avec le service développement produit, Claire découvrit que le lien d'accès avait été désactivé. Elle écrivit à l'assistante responsable, qui répondit par un message standard. Suite à une réorganisation du calendrier, la réunion a été reportée Cindy. Vous serez recontacté en temps utile. Elle sentit que cette formule était une manière polie de l'éjecter du processus. Elle essaya d'appeler directement, sans succès. Elle tenta alors une autre approche, contacter une jeune responsable du marketing, Camille Rousseau, qu'elle avait brièvement croisée lors de sa première visite au siège. Claire lui expliqua la situation sans colère, mais avec clarté. Camille, d'abord hésitante, accepta de la rencontrer en dehors du bureau, dans un café discret du 15e arrondissement. Lors de leur rendez-vous, Camille parla à voix basse, comme si elles étaient écoutées. « Je vais être franche avec vous, Claire. Il y a des consignes non écrites. On nous a demandé de concentrer nos efforts sur d'autres coopératives, plus alignées avec la charte visuelle du groupe. Le message est clair. Votre profil dérange. » Claire resta silencieuse un instant, puis demanda « Et vous, qu'en pensez-vous » Camille baissa les yeux sur son café. « Je pense que vous êtes l'une des rares à avoir une vraie histoire, pas un récit fabriqué.
et que c'est précisément pour ça qu'ils vous écartent, parce que ça les oblige à revoir leur fonctionnement. Touchée par cette franchise, Claire proposa à Camille de travailler ensemble à la création d'une proposition alternative, une stratégie qui ne se contenterait pas de mettre en avant le produit, mais de valoriser l'ensemble du processus artisanal, avec des supports clairs, visuellement attractifs, mais fidèles à l'authenticité des producteurs. Camille accepta, à condition que cela reste officieux, du moins dans un premier temps. Elles se retrouvèrent à plusieurs reprises, travaillant sur des maquettes, des textes, des visuels. Claire apprit vite. Elle comprit les codes, sans pour autant trahir son essence. Elle adaptait son discours, affinait ses présentations, tout en refusant de masquer la réalité de son travail. Un mois plus tard, la proposition était prête. Étienne, averti discrètement, proposa de la présenter lui-même lors du prochain comité exécutif. Claire refusa. C'était sa démarche. Elle devait porter sa voix elle-même. Le jour venu, elle entra dans la salle du comité avec un calme maîtrisé. Arnaud Delcourt était présent, l'air méfiant, les bras croisés. Étienne s'était placé en retrait volontairement. Claire déploya sa présentation, ligne après ligne, image après image. Elle parla du lien entre terroir et consommation, du besoin croissant de repères authentiques, de l'impact positif sur les communautés rurales. Elle montra les visuels conçus avec Camille, les photos prises dans sa coopérative, les témoignages de producteurs. Elle n'utilisa aucun mot à la mode, aucune exagération, seulement des faits, des valeurs, une vision. À la fin, il y eut un silence, puis quelques questions, techniques, pointues, mais respectueuses. Pour la première fois, Claire sentit que son message avait été entendu au-delà du mépris. Étienne, en sortant, la félicita avec sobriété. « Ce que vous venez de faire, ce n'est pas simplement présenter un projet, c'est ouvrir une brèche. » Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette brèche venait de déclencher une riposte souterraine. Une campagne interne avait commencé à prendre forme. Et cette fois, ce n'était plus son projet qui était visé. C'était elle, personnellement. Claire allait bientôt en faire les frais, non pas dans une réunion, mais dans les couloirs invisibles du pouvoir, où les réputations se construisent et se détruisent sans un mot. Le lundi suivant, Claire entra une nouvelle fois dans le bâtiment de Novaterra. Les visages croisés dans les couloirs lui semblaient moins neutres qu'auparavant. Certains détournèrent les yeux, d'autres affichaient un sourire crispé. Elle le ressentit dès l'accueil, où la réceptionniste lui demanda à 2 reprises de confirmer son rendez-vous, bien qu'il ait été validé la veille. Depuis sa dernière présentation, les tensions internes s'étaient accentuées. Delcourt n'avait pas dit un mot durant la réunion, mais son silence avait été plus menaçant qu'un discours. Claire n'était plus seulement une anomalie. Elle devenait un symbole de résistance, et cela ne plaisait à personne dans les sphères où l'uniformité valait davantage que la compétence. C'est dans ce contexte que les attaques prirent une tournure plus frontale. Un matin, Claire reçut un appel anonyme sur son téléphone professionnel. La voix masquée et saccadée lui conseillait de faire attention et de ne pas trop se croire arrivée. Le message n'était pas explicite, mais suffisamment agressif pour la faire frissonner. Elle n'en parla à personne, mais prit soin de signaler le numéro à son opérateur, qui confirma qu'il était intraçable. Elle se força à ne pas céder à la peur. Abandonner maintenant reviendrait à donner raison à ceux qui voulaient la faire taire. Elle comprit alors qu'elle devait changer de posture. Jusqu'ici, elle avait résisté, répondu, défendu son point de vue. Mais cela ne suffisait plus. Elle devait agir de manière proactive. Elle retourna voir Camille Rousseau, qui avait désormais pris de l'importance au sein du service marketing grâce à leurs travaux communs. Elles décidèrent ensemble de formaliser leurs propositions dans un document stratégique complet, alliant données chiffrées, études de terrain et propositions concrètes. Claire mit à profit son expérience de terrain pour structurer le volet impact socio-économique local, pendant que Camille se chargeait des projections de notoriété et de retour sur investissement. Elles y travaillèrent pendant 2 semaines, parfois tard dans la nuit. Claire jonglait entre les responsabilités à la coopérative, les appels avec des producteurs de toute la région et les séances de travail sur le projet. Elle sentait monter en elle une énergie nouvelle, nourrie par la conviction qu'elle n'était pas seule. Plusieurs producteurs qu'elle contactait se montraient enthousiastes à l'idée de participer à un réseau plus large, transparent et respectueux. Elle comprit que ce qu'elle construisait
n'était pas uniquement une réponse à l'arrogance de Delcourt, mais une proposition pour un avenir différent. Une fois le document finalisé, Camille le transmit à Étienne, qui insista pour organiser une réunion en comité exécutif restreint. Cette fois, il y aurait moins de membres, mais tous disposeraient d'un droit décisionnel. Claire ne laissa à personne le soin de présenter le projet. Elle entra dans la salle de réunion sans hésitation, un dossier à la main et des arguments clairs en tête. Elle parla sans notes, regardant chaque personne dans les yeux, expliquant comment leur entreprise pouvait non seulement valoriser des produits uniques, mais aussi devenir un acteur central du développement territorial. Elle parla de confiance, de transparence, d'une relation directe entre producteurs et consommateurs. Puis elle sortit un graphique qui montrait que dans les régions test, ces produits avaient connu un taux de rachat supérieur à la moyenne. Quand elle eut terminé, le silence fut plus long qu'à l'accoutumée. Cette fois, personne ne pouvait dire qu'elle n'avait pas de vision. Mais ce fut Camille, discrète jusque-là, qui prit la parole. Nous avons ici une stratégie complète, sans coût démesuré, avec une base humaine forte. C'est un modèle qui, bien que non conventionnel, répond aux attentes actuelles du marché. Un des membres du comité hocha la tête. Delcourt, assis au fond de la salle, resta muet. Mais son regard trahissait une frustration contenue. Il ne s'attendait pas à ce que Claire revienne aussi préparée, aussi ferme. La réunion se conclut sans décision immédiate. Mais l'effet était là. Elle n'était plus perçue comme une intruse, mais comme une interlocutrice avec une proposition concrète, cohérente et difficilement réfutable. Ce même soir, alors qu'elle quittait le bâtiment, Claire reçut un message d'Étienne qui l'attendait sur le trottoir. Il ne portait pas de cravate, son manteau ouvert, l'air fatigué. « Vous avez inversé la dynamique. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était remarquable. » Elle lui répondit sans détour. « Je ne l'ai pas fait pour vous. Je l'ai fait pour nous tous, et surtout pour ceux qu'on oublie trop facilement. » Il acquiesça. Le silence s'installa un moment, puis, de manière inattendue, il l'invita à dîner. Elle hésita. Jusqu'à présent, leur relation avait été professionnelle, marquée par une certaine tension respectueuse. Mais la fatigue, le soulagement d'avoir tenu tête, et peut-être aussi une forme de reconnaissance mutuelle, la poussèrent à accepter. Ils marchèrent ensemble dans les rues de Paris, sans se presser, jusqu'à un petit restaurant discret. Le repas fut simple, sans mise en scène. Ils parlèrent peu du travail. Étienne lui raconta une anecdote de jeunesse. Claire évoqua la maison de ses grands-parents. C'était la première fois qu'ils se regardaient sans rôle à jouer. À la fin du dîner, alors qu'ils sortaient dans la fraîcheur du soir, leurs regards se croisèrent plus longuement que d'habitude, et sans qu'aucun mot ne soit prononcé, ils s'embrassèrent. Pas un geste calculé, mais le prolongement naturel d'une tension accumulée depuis des semaines. Un geste simple, mais chargé de tout ce qu'il n'avait pas osé formuler. Le lendemain matin, alors que Claire s'apprêtait à reprendre son train, elle alluma son téléphone. Son visage se figea. Sur plusieurs réseaux sociaux, un article circulait déjà, partagé par des comptes anonymes. Une photo floue d'elle et d'Étienne, prise manifestement la veille au soir, accompagnée d'un texte accusateur suggérant que Claire utilisait une relation personnelle pour faire avancer son projet. Le ton était venimeux, insidieux, et les commentaires ne tardèrent pas à affluer. Claire sentit son estomac se nouer. Ce n'était plus une guerre d'idées. C'était une attaque directe contre son intégrité. Et cette fois, ce n'était plus seulement à elle de répondre. Étienne allait devoir choisir, la soutenir ouvertement ou céder à la pression. Le prix à payer pour s'être levé, pour avoir osé défendre une autre manière de faire, devenait brutalement plus élevé. Le lundi matin, Claire descendit du train à Dijon sous un ciel gris, la valise plus lourde qu'à l'aller, non à cause de son contenu, mais du poids invisible qu'elle portait depuis la découverte de la campagne de diffamation lancée contre elle. L'article avait été publié par un blog pseudo-journalistique spécialisé dans les enquêtes économiques, mais dont la ligne éditoriale était connue pour ses positions conservatrices et ses attaques ciblées contre tout ce qui dérangeait les normes établies du monde des affaires. Ce qui frappait le plus dans le texte n'était pas tant le contenu, flou, insidieux, fondé sur des insinuations, mais le ton. Il ne parlait pas de Claire comme d'une professionnelle engagée, mais comme d'une opportuniste rustique, jouant de sa relation avec un PDG influent pour gravir les échelons d'un monde auquel elle ne devrait pas appartenir. Ce qui aurait pu passer pour une rumeur insignifiante sur Internet prit rapidement une ampleur inattendue.
Dans les 24 heures, plusieurs plateformes professionnelles relayèrent l'article. Quelques employés de Novatera, derrière des comptes anonymes, commencèrent à publier des commentaires insinuant que la relation entre Claire et Étienne n'était pas seulement personnelle, mais stratégique. On évoquait un favoritisme déguisé, un manque d'éthique, des procédures internes contournées au profit d'une relation non déclarée. Des rumeurs de plaintes internes commençaient à circuler, bien que personne n'en revendiquât la source. Étienne tenta immédiatement d'éteindre l'incendie. Il convoqua une réunion d'urgence avec le service communication de Novatera, exigeant un plan de gestion de crise. Mais il comprit vite que l'affaire dépassait le simple contrôle d'image. Certains membres du conseil d'administration, déjà opposés à son initiative sur les producteurs locaux, y voyant désormais un levier pour fragiliser sa position. Le fait qu'il ait soutenu Claire personnellement devenait un argument contre lui, et sa légitimité en tant que dirigeant était remise en question. Le climat en interne devint pesant, chargé de non-dits et de regards lourds. Claire, de son côté, reçut un appel d'un membre du comité de déontologie du groupe, l'informant qu'un signalement anonyme avait été enregistré concernant une possible conflit d'intérêts affectifs. Le ton était glacial, procédurier. On lui demandait de clarifier sa position dans le cadre du projet en cours et de fournir une chronologie complète de ses interactions avec Étienne depuis leur première rencontre. Elle raccrocha sans dire un mot, fixant son écran quelques secondes, comme si les lettres allaient se réorganiser pour donner un sens différent à ce qu'elle venait de vivre. Le soir même, Étienne la contacta. Sa voix était tendue, plus grave que d'habitude. Il lui proposa de se retrouver à Paris dans un lieu discret pour parler de la suite. Claire hésita, mais accepta. Elle prit le train le lendemain à l'aube. Ils se retrouvèrent dans un appartement appartenant à un ami d'Étienne, loin des regards, loin des bureaux. Elle entra le visage fermé et resta debout quelques secondes sans parler. Étienne s'approcha, tentant de briser la glace. « Je suis désolé, c'est allé plus vite que je ne le pensais. Ils utilisent du tout. » Claire leva les yeux vers lui, durement. « Tu pensais que ça resterait entre nous ? Tu pensais vraiment qu'ils allaient ignorer ça alors qu'ils me détestaient déjà pour ce que je représente ?» Étienne baissa brièvement la tête. « Je pensais que la force de ton projet suffirait à les faire taire. » Elle s'assit, croisant les bras, la voix plus posée. « Ce n'est pas mon projet qu'ils veulent abattre, c'est moi. Parce que je ne rentre pas dans leur cadre, parce que je n'ai pas leur langage, leur école, leur manière de parler, de m'habiller, de séduire le marché. Et maintenant, ils ont ce qu'il leur fallait, une faille pour inverser le récit. » Étienne la regarda longuement, puis se laissa tomber dans un fauteuil face à elle. « Je suis prêt à affronter le conseil, mais tu dois comprendre une chose. Si je te protège publiquement, ils diront que tu es sous influence. Et si je ne le fais pas, ils diront que je te lâche. » Claire répondit sans détour. « Alors laisse-moi parler. Je vais leur dire que ce que j'ai présenté, ce que j'ai construit, ce n'est pas né d'un baiser au clair de lune. C'est le fruit de 10 années de travail, de sacrifice, de dignité. Et s'ils n'en veulent pas, qu'ils le disent ouvertement, qu'ils cessent de se cacher derrière des procédures, qu'ils m'humilient en face. » Étienne acquiesça lentement. Mais au fond de lui, il savait ce que cela signifiait. Il allait devoir choisir. Et ce choix ne concernait pas seulement Claire. Il touchait à sa propre place dans le groupe, à ses convictions profondes, à la manière dont il concevait le pouvoir et la responsabilité. Il n'avait plus la possibilité de jouer sur les deux tableaux. 2 jours plus tard, une réunion extraordinaire fut convoquée au siège de Novatera. Seuls les membres du conseil et Étienne étaient présents. Claire ne fut pas invitée. Étienne entra dans la salle vêtu sobrement, le regard direct. Il avait préparé une déclaration, mais choisit de ne pas la lire. Il parla simplement. Il expliqua les raisons de son engagement envers les producteurs locaux, l'importance stratégique du projet et l'absurdité de confondre engagement personnel et instrumentalisation. Il termina en disant qu'il assumait pleinement sa relation avec Claire, mais qu'il refusait que cela serve de prétexte pour saboter une initiative bénéfique. Puis, contre toute attente, il déposa une enveloppe sur la table. Sa lettre de retrait temporaire de ses fonctions exécutives. Non pas une démission, mais une pause volontaire en attendant qu'une commission indépendante examine les accusations portées contre lui et le projet. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Delcourt ne triompha pas, mais il ne masqua pas sa satisfaction. Le pouvoir venait de basculer. Quand Claire reçut l'appel d'Étienne,
Elle comprit immédiatement. Il n'avait pas reculé. Il avait choisi de payer le prix. Ce geste, aussi dur soit-il, avait une valeur inestimable. Il montrait qu'il croyait en elle non en tant qu'alliée affective, mais en tant que professionnelle capable de tenir tête à tout un système. Ce soir-là, seule dans sa cuisine, Claire posa son téléphone sur la table, ouvrit son carnet de notes et inscrivit les prochaines étapes de son projet. Elle ne savait pas si elle retournerait à Paris. Mais une chose était certaine, elle ne reculerait plus. Pas après tout ce qu'elle avait traversé. Pas après avoir vu ce que signifiait se battre pour une idée, même au prix de son propre confort. Pas après avoir compris que le respect ne se demande pas. Il se construit. Et parfois, il se prend. Le retour en Bourgogne quelques semaines plus tard ne permit pas à Claire de souffler. Le paysage demeurait apaisant. Les vignes verdoyantes, les collines silencieuses, les senteurs familières de réconfort. Mais en elle, un tourbillon se poursuivait. Elle avait quitté Paris sous une colère feutrée, consciente que ce qu'elle vivait n'était plus seulement une affaire personnelle, mais un affrontement entre deux visions du monde. Dans un coin de son esprit, elle savait que si le passé devait être révélé pour se libérer, il fallait qu'elle le regarde en face. Ce qui suivit allait confirmer ses intuitions. Un dimanche matin, elle décida de se rendre chez sa sœur, Mathilde, dans la maison familiale. L'accueil fut chaleureux, comme toujours. Mathilde sentit sans difficulté que quelque chose clochait. Après le déjeuner, dans la véranda baignée de lumière, Claire lui raconta l'affaire, les moqueries du salon, l'invitation chez Novatera, les tensions internes, la campagne de diffamation. Mais elle n'évoqua pas encore la lettre de signalement au comité de déontologie. Ce n'était pas le moment. Mathilde l'écouta en silence, le regard attentif. Puis elle posa la question qui vrilla le calme. « Tu n'as jamais parlé de pourquoi tu n'as jamais rêvé plus haut. Il y a une histoire, non ?» Claire resta sans voix. Elle ne s'y attendait pas. Elle détourna le regard vers les collines au-delà des vitres. Puis, d'une voix tremblante, elle commença. « Quand j'avais 13 ans, mon père est mort. Il est mort en vendange, après une chute dans les vignes. J'étais là. Je l'ai ramassé. Il m'a serré et m'a murmuré que je ferais une bonne coopératrice, comme ma mère. Mais il m'a dit aussi de ne jamais vouloir trop, que les gens comme nous devaient rester à leur place. » Elle se tut, les yeux embués. Mathilde prit sa main sans un mot. L'après-midi se prolongea dans ce silence réparateur. Cette révélation fit basculer quelque chose. Elle comprit que sa peur d'oser était profondément ancrée. Ce qu'elle vivait avec Novatera l'exposait à cette même injonction, rester à sa place. Mais cette fois, elle n'y céderait pas. Elle se releva avec une détermination nouvelle. Elle décida que ce passé n'était plus une chaîne, mais une rampe d'élan. De retour à la coopérative, elle reprit contact avec Étienne, l'informant du signalement reçu. Elle lui avoua avoir parlé de son passé à sa sœur. Il répondit avec une douceur rare. « Ton histoire est ton force. C'est elle qui rend tout ce que tu fais réel. Ne laisse personne te la voler ou la faire taire. » Alors qu'elle méditait ces mots, un bruit la tira de ses pensées. Une notification sur l'ordinateur. Un mail du comité éditorial d'un média régional sérieux proposant une interview. Ils avaient suivi l'affaire via leurs sources à Paris, mais voulaient donner la parole à Claire, hors polémique. Ils souhaitaient raconter cette histoire, au-delà de la rumeur, au-delà des insinuations, celle d'une femme d'ici, une artisan du terroir, confrontée à l'establishment, choisissant le chemin de la dignité. Ce fut un moment de bascule. Quelqu'un la voulait pour elle-même, et non pour ce que les autres prétendaient qu'elle était. Elle accepta immédiatement l'interview. Elle y parla de son père, de son village, de la coopérative, de son projet, mais aussi du prix qu'on fait payer à ceux qui osent bouger. Elle parla avec franchise, sans phare, en s'autorisant à être confrontée, mais jamais soumise. La publication de l'article provoqua des réactions contrastées en interne chez Novatera. Certains encensèrent en son courage, y voyant une nouvelle pièce dans un récit plus large sur l'authenticité. D'autres râlèrent, la jugeant trop personnelle, trop exposée. Mais cette fois, Claire ne recula pas. Elle avait choisi de se confronter à ses propres ombres, et par là même de transformer sa vulnérabilité en force. Elle comprit que le véritable changement ne viendrait pas du silence, mais de l'acceptation de qui elle était. Et si cela dérangeait certains, ce n'était plus son problème, mais le leur. Ce n'était plus elle qui devait s'effacer. C'était leur regard qu'il fallait changer. Et peu à peu, elle remplissait cet espace, non pas en se glissant dans un moule, mais en le redessinant à sa mesure,
L'article publié dans la presse régionale provoqua un écho bien plus large que ce que Claire aurait pu imaginer. En quelques jours, il fut relayé par plusieurs portails nationaux d'actualité, souvent dans des encadrés dédiés aux initiatives locales inspirantes ou aux histoires de courage en entreprise. Mais à l'intérieur de Novaterra, la résonance fut tout autre. Le texte dérangeait, non parce qu'il était agressif, il ne l'était pas, mais parce qu'il rendait visible ce que beaucoup s'échinaient à garder dans l'ombre, le fossé entre les discours publics d'inclusion et les pratiques internes d'exclusion. Arnaud Delcourt fut le premier à réagir, non publiquement mais en interne, en convoquant une réunion confidentielle avec les membres les plus conservateurs du comité exécutif. Il y déclara que la présence continue de Claire dans les circuits du groupe constituait une dérive symbolique nuisible à la cohérence de l'image de marque de Novaterra. Il brandit l'argument de la professionnalisation du réseau fournisseur pour justifier la suspension temporaire du projet pilote, le temps de réévaluer ses critères d'intégration. Mais Étienne, bien qu'en retrait de ses fonctions exécutives, apprit ce qui se tramait. Il savait que cette tentative de geler le projet était une manière habile d'y mettre fin sans déclaration officielle. Il décida alors de reprendre la main. Un matin, il convoqua une conférence de presse, seul, sans l'appareil du groupe, dans un auditorium loué à l'extérieur du siège. L'invitation envoyée à plusieurs rédactions mentionnait uniquement pour une autre vision de la distribution. Le jour de la conférence, l'auditorium était rempli. Journalistes économiques, spécialistes de la grande distribution, représentants d'associations de producteurs, simples citoyens curieux. Claire, informée la veille, hésita à venir, craignant de se retrouver exposée une fois de plus. Mais cette fois, elle y alla. Sans avertir personne, elle s'assit discrètement au fond de la salle. Étienne monta sur scène, seul, sans support visuel, sans écran, sans notes. Il parla d'une voix calme, ferme. Il évoqua le rôle des grands groupes dans l'économie réelle, la nécessité de revaloriser les producteurs de terrain et l'écart croissant entre les valeurs proclamées et les actes. Puis il cita Claire, sans prononcer son nom, décrivant son travail, son courage, sa droiture. Il conclut en annonçant le lancement d'un programme national d'intégration de producteurs locaux, appuyé sur un comité indépendant et ouvert à toutes les coopératives respectant des critères de transparence, de qualité et de traçabilité. Une initiative appuyée par plusieurs partenaires publics et privés. Mais le moment le plus fort de la conférence arriva lorsqu'Étienne annonça la suspension définitive d'Arnaud Delcourt à la suite d'une enquête interne. Il révéla que ce dernier avait orchestré une série de sabotages administratifs visant à bloquer le projet pilote. Des courriels, des documents falsifiés, des pressions exercées sur des employés du service marketing. La direction, saisie de preuves irréfutables, avait tranché. À la fin de son discours, Étienne sortit une enveloppe de sa poche. Il la posa sur le pupitre puis déclara « Et parce que je crois en l'éthique des responsabilités, je maintiens ma décision de me retirer de mes fonctions opérationnelles, le temps que le programme prenne racine sans interférence liée à mon nom. Je le fais en homme libre, en conscience, pour montrer que le changement ne doit pas dépendre d'une figure, mais d'une structure. Ce projet ne m'appartient pas. Il appartient à celles et ceux qui, comme Claire Bouvier, refusent d'être effacés. » Dans la salle, un silence dense s'installa. Claire, au fond, sentit ses yeux s'embuer. Pas de fierté égoïste, une reconnaissance douloureuse du prix payé. Étienne quittait la scène, mais en la laissant éclairer. Les jours suivants furent intenses. Le programme annoncé fut accueilli avec enthousiasme par de nombreuses coopératives et élus régionaux. Des magasins pilotes furent désignés dans 5 grandes régions. Le nom de Claire fut cité dans plusieurs articles comme « la figure discrète derrière la réforme ». Elle fut contactée par plusieurs journalistes, mais accepta seulement une interview dans un magazine professionnel agricole où elle insista sur le collectif. Elle y déclara que personne ne change un système seul, mais que personne ne peut changer un système sans ceux qui l'oublient. Et puis, une lettre arriva. Signée par la nouvelle directrice par intérim de Novaterra, elle l'informait que Claire était officiellement invitée à rejoindre le comité consultatif du programme, non comme productrice témoin, mais comme membre à part entière, avec voix délibérative. Une reconnaissance inédite. Elle lut la lettre plusieurs fois. Il n'y avait pas de conditions, pas de demi-mesure, seulement une place, la sienne.
Mais cette nouvelle provoqua une onde de choc personnel. Car en acceptant ce rôle, Claire devait prendre une décision difficile, retourner à Paris, au siège, au cœur même du système qu'elle avait défié. Elle passerait d'observatrice à actrice interne. Elle représenterait non seulement sa coopérative, mais toutes celles qui viendraient après. Elle passa une nuit entière à réfléchir, seule dans sa cuisine, un carnet ouvert devant elle. Elle y lista les risques, les possibles trahisons, les tensions inévitables. Puis elle y nota dans une colonne distincte tout ce qu'elle pourrait changer, améliorer, ouvrir. Le lendemain matin, elle appela Mathilde. Elle lui lut la lettre. Sa sœur répondit sans détour. « Tu n'as pas combattu tout ça pour rester sur le quai. Monte dans ce train. » Et elle monta, avec son sac, son accent intact, ses convictions entières. Pas pour reprendre ce qu'on lui avait refusé, mais pour construire ce qu'on n'avait jamais pensé lui proposer. Le plus dur ne faisait peut-être que commencer. Mais cette fois, elle n'arrivait pas comme une invitée provisoire. Elle entrait par la grande porte, non parce qu'on lui faisait une faveur, mais parce qu'elle l'avait ouverte elle-même, à coups de travail, de résistance et de vérité. Le retour de Claire à Paris ne passa pas inaperçu. Contrairement à ses précédents séjours dans la capitale, elle ne descendit pas à l'hôtel, ni ne prit un taxi discrètement. Cette fois, elle entra dans le bâtiment principal de Novaterra comme membre officiel du comité consultatif. Elle ne venait plus comme représentante d'une coopérative en quête d'une opportunité, mais comme une interlocutrice à part entière, dotée d'un mandat clair défini non par les regards extérieurs, mais par sa compétence prouvée. Ce changement de statut se traduisit immédiatement dans les gestes, les regards et les silences. Les sourires forcés de certains collaborateurs masquaient mal un certain inconfort, comme si sa présence rappelait à chacun l'échec d'un système qui avait tenté de l'éjecter. Pourtant, Claire n'affichait ni revanche ni arrogance. Elle avançait avec calme, consciente de la portée symbolique de sa position. Sa première réunion en tant que membre du comité eut lieu un mardi matin. Autour de la table, elle retrouva quelques visages connus. Certains lui adressèrent un hochement de tête respectueux, d'autres gardèrent les yeux rivés sur leur dossier. La nouvelle directrice par intérim, Madame Lavilliers, ouvrit la séance par une présentation sobre, rappelant les objectifs du programme et la mission spécifique de ce comité. Claire prit la parole en troisième. Elle ne fit ni discours ni déclaration. Elle exposa une série de suggestions issues de ses échanges avec des producteurs de différentes régions. Elle parla des délais de paiement, des contraintes de livraison, des problèmes d'étiquetage imposés sans concertation. Ses remarques étaient claires, documentées, exemptes d'émotions inutiles, et surtout elles étaient concrètes. Ce professionnalisme dérouta plusieurs membres qui s'attendaient peut-être à une posture plus revendicative, plus affective. Mais Claire savait désormais naviguer dans ces eaux. Elle avait appris à formuler sans se justifier, à défendre sans se battre, à imposer sans hausser la voix. Son ton posé mais ferme instaurait une forme nouvelle de légitimité. À la fin de la réunion, un jeune cadre du département innovation l'aborda dans le couloir, l'air sincère. « Vous avez changé l'atmosphère de la pièce. Pas par la tension, mais par la clarté. C'était rare ici. » Claire le remercia brièvement, puis se rendit à son nouveau bureau. Une petite pièce lumineuse, sans décoration mais parfaitement fonctionnelle. Elle s'y installa sans cérémonie, sortant de son sac quelques fiches, une série de carnets et un dossier de la coopérative. Elle savait qu'il lui faudrait du temps pour rendre ce lieu véritablement sien, mais elle ne cherchait pas à s'y installer comme dans un cocon. Elle voulait y travailler, faire avancer les choses, créer un pont réel entre les décideurs et ceux qui produisent. Étienne, quant à lui, restait en retrait. Il n'assistait plus aux réunions stratégiques, limitant sa présence à quelques rencontres informelles et à des visites extérieures. Il n'avait pas repris son bureau au siège, préférant une base temporaire dans une fondation soutenant des initiatives sociales. Mais il suivait chaque avancée du programme, chaque compte-rendu, chaque synthèse. Il n'était jamais loin. Claire le savait. Il n'échangeait plus de messages personnels, pas de gestes équivoques, aucune complicité affichée. La distance qu'il maintenait était une manière de préserver la crédibilité de leur engagement respectif. Et pourtant, il y avait une proximité silencieuse dans leur manière de coexister. Leur premier véritable échange depuis la conférence eut lieu dans un contexte inattendu.
Claire fut invitée à intervenir lors d'un événement réunissant des producteurs, des distributeurs et des institutions publiques. Elle devait y représenter Novaterra et exposer le fonctionnement du nouveau comité. En coulisses, alors qu'elle relisait ses notes, Étienne entra dans la loge. Ils se fixèrent une seconde, ni tendu, ni ému, juste présent. « Tu es prête ?» demanda-t-il simplement. Elle répondit sans détour. « Je ne sais pas, mais je suis là, c'est suffisant. » Il ne répondit pas. Il lui tendit un dossier qu'il avait annoté lui-même. Elle le feuilleta rapidement, y trouvant des remarques pertinentes sur les coopératives représentées ce jour-là. Ce n'était pas un geste affectif, mais une preuve de respect professionnel. Une manière de dire « tu fais partie du cercle », pas comme invitée, mais comme actrice légitime. Lors de son intervention, Claire évita soigneusement tout effet de style. Elle exposa les premiers résultats du programme, cita des chiffres, des retours de terrain, évoqua les difficultés, mais surtout les perspectives. Elle conclut en appelant à une vigilance collective, insistant sur le fait que l'authenticité ne se décrète pas depuis un bureau. Elle se construit avec les mains dans la terre et les yeux dans les comptes. La salle applaudit, pas avec frénésie, avec conviction. Après l'événement, plusieurs producteurs l'approchèrent. Certains venaient de régions où elle n'avait jamais mis les pieds. D'autres l'avaient vue uniquement dans les articles. Tous lui parlaient avec le même ton, celui de la reconnaissance lucide. Une femme leur avait ouvert une brèche non par charité mais par compétence. Claire comprit que quelque chose avait basculé. Elle n'était plus seulement Claire Bouvier de la Bourgogne, elle était devenue une référence. Étienne la salua sobrement à la fin de la journée, sans chercher à prolonger l'échange. Mais ses yeux disaient l'essentiel. Il respectait sa place, sa trajectoire et surtout sa décision de ne pas tout mélanger. Claire, en rentrant à son appartement, marcha lentement dans les rues parisiennes. Elle n'avait jamais aimé cette ville, mais ce soir-là, elle ne la détestait pas. Elle l'acceptait comme un terrain, un défi, une étape. Dans son salon, elle ouvrit son carnet et nota une phrase simple. « J'ai survécu à leur silence, maintenant je parle. » Elle ne cherchait plus à prouver qu'elle était capable. Elle agissait, elle proposait, elle construisait. Et dans ce processus, Étienne n'était plus un appui. Il était un témoin, un allié discret qui avait su s'effacer quand il le fallait. Le futur restait incertain. Mais ce qu'elle avait conquis, aucun article, aucune rumeur, aucune instance ne pouvait plus lui retirer. La reconnaissance construite, non imposée. Et la certitude que même ceux qu'on voulait invisibles pouvaient devenir indispensables. Claire était désormais une femme que l'on écoutait, non pas parce qu'elle parlait fort, mais parce que, quand elle parlait, tout le monde se taisait. L'intégration de Claire au sein du comité consultatif ne fut ni le point culminant de sa trajectoire, ni la fin des résistances. En réalité, ce fut le début d'un processus bien plus complexe et structurant. À mesure que les semaines passaient, elle comprit que maintenir une position d'influence exigeait plus qu'une bonne idée ou une réputation bien acquise. Il fallait produire, répondre, anticiper, négocier. Il fallait surtout exister dans un système qui n'avait pas été conçu pour des profils comme le sien. Mais Claire n'avait plus l'intention de demander la permission. Elle voulait construire, et elle savait désormais comment. Elle s'installa dans un petit appartement en périphérie de Paris, modeste mais fonctionnel. Elle refusait les offres de logement que Novaterra lui proposa, préférant garder son indépendance même dans les détails du quotidien. Chaque matin, elle prenait le métro avec les travailleurs anonymes de la ville, carnet en main, annotant ses idées, ses doutes, ses priorités. Elle arrivait tôt au siège, souvent la première, et repartait tard, souvent la dernière. Non par zèle, mais parce qu'elle refusait d'être vue comme une exception tolérée. Elle voulait être traitée comme une professionnelle à part entière, et pour cela, elle savait que l'excellence constante était sa meilleure armure. Son projet prit rapidement une dimension nationale. Sous sa coordination, le programme des producteurs locaux s'étendit à 8 régions. Elle mit en place un système de suivi transparent où chaque coopérative pouvait consulter les conditions de partenariat des autres. Elle instaura un principe de concertation trimestrielle entre les producteurs et les décideurs du groupe, rendant obligatoire l'inclusion de la voix des premiers dans toute prise de décision stratégique. Cette approche, bien que novatrice, ne faisait pas l'unanimité. Certains membres historiques du Conseil voyaient en elle une menace déguisée sous des apparences de consensus.
Mais Claire avait une arme que peu possédaient, la cohérence. Dans sa nouvelle vie, elle conservait des liens étroits avec sa terre natale. Elle se rendait en Bourgogne chaque fin de mois, participait aux réunions de la coopérative, visitait les marchés, échangeait avec les producteurs. Elle refusait d'être absorbée par l'univers parisien. Cette double appartenance, loin de la diviser, la rendait plus solide. Elle connaissait les chiffres, les marges, les attentes du marché. Mais elle connaissait aussi le goût du miel récolté après la pluie, le silence des caves, le prix des mains calleuses. Ce fut lors d'une de ses visites à la coopérative qu'elle reçut un message d'Étienne. Un message court, simple. Il proposait un dîner, pas une réunion, pas un échange stratégique. Un dîner dans un petit restaurant près du canal Saint-Martin. Elle accepta sans trop réfléchir. Elle savait que, malgré les silences, les distances, leur lien n'avait jamais été rompu. Il avait simplement été mis en veille pour laisser place à ce qui devait naître de manière autonome. Le soir venu, elle arriva la première. Elle reconnut la salle, discrète, aux lumières tamisées, où les voix ne se perdaient pas dans l'écho. Étienne entra peu après, vêtu simplement, sans effet. Ils se saluèrent sans gestes exagérés. Juste un regard, une reconnaissance muette. Le repas fut fluide, sans tension, sans précautions inutiles. Ils parlèrent de leurs journées respectives, des avancées du programme, des difficultés à venir. Puis, sans transition, Étienne aborda ce que Claire pressentait depuis qu'elle avait accepté l'invitation. « Je vais reprendre mes fonctions dans 2 mois. Le conseil a validé le retour. Mais je veux que tu saches une chose. Ce que tu as construit, ce n'est pas moi qui l'ai autorisé. C'est toi qui l'as imposé. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle observa le fond de son verre, puis leva les yeux vers lui. « Tu ne m'as jamais freiné, et tu ne m'as jamais porté. Tu m'as juste regardé. Et ça, parfois, c'est ce dont on a le plus besoin. » Ils parlèrent longtemps, sans précipitation. Aucun des deux ne chercha à définir ce qu'ils étaient désormais l'un pour l'autre. Le respect mutuel suffisait à leur équilibre. L'admiration partagée tissait un lien plus fort que n'importe quelle promesse. Le lendemain, Claire reprit son poste comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Elle savait désormais que sa place n'était plus à gagner. Elle était acquise. Mieux encore, elle était utile. Plusieurs collègues commencèrent à venir vers elle spontanément, non pour la flatter, mais pour lui demander conseil, collaborer, proposer des idées. Elle devint un point d'appui dans les débats, une figure de médiation entre les impératifs commerciaux et les réalités de terrain. Elle n'avait pas cherché cette posture. Elle l'avait méritée, point par point. Peu à peu, les chiffres commencèrent à parler. Les ventes des produits issus du réseau local dépassaient les prévisions dans la majorité des magasins pilotes. Les retours clients étaient enthousiastes. Le modèle économique, que certains avaient qualifié de naïf, démontrait une viabilité inattendue. Mais plus que les résultats financiers, c'était la transformation culturelle qui frappait. Les équipes de Novaterra, habituées à raisonner en parts de marché, découvraient qu'un pot de confiture pouvait raconter une histoire, qu'un savon artisanal pouvait porter un territoire, qu'un fromage pouvait devenir un levier de lien social. Et cette prise de conscience, lente mais réelle, portait la signature discrète de Claire. Un jour, en rentrant chez elle après une longue journée, elle reçut un colis. Une grande boîte en carton envoyée depuis un village du sud-ouest. À l'intérieur, un panier rempli de produits d'une nouvelle coopérative accompagné d'une lettre manuscrite. Une femme prénommée Hélène y racontait comment elle avait lu l'article de Claire, vu sa conférence, entendu parler du programme. Elle terminait ainsi. « Merci de nous avoir rendus visibles. Vous ne nous connaissez pas, mais vous nous avez ouvert une porte. On vous suit et on avance. » Claire relut la lettre plusieurs fois. Puis, elle s'assit, sans rien dire, les mains posées sur le panier. Ce soir-là, elle ne pensa ni à Paris, ni au comité, ni aux chiffres. Elle pensa aux femmes comme Hélène, comme elle, comme tant d'autres, celles qu'on ne remarque pas, mais qui tiennent debout des mondes entiers. Celles qui ne réclament pas la lumière, mais qui l'éclairent malgré elles. Celles qui avancent, même quand tout pousse à l'immobilité. Celles qui, désormais, savent qu'elles ne sont plus seules. 1 an s'était écoulé depuis que Claire avait posé pour la première fois le pied dans les couloirs froids du siège de Novaterra. 1 an depuis les humiliations feutrées, les regards méprisants, les silences qui pesaient plus lourds que les mots. 1 an depuis qu'elle avait été traitée comme un élément périphérique, un symbole folklorique, utile tant qu'il restait à distance.
Mais ce temps-là appartenait désormais au passé. Ce qu'elle avait construit, au prix de tant de résistance et de travail, s'était consolidé. Ce n'était plus un projet pilote, une expérimentation isolée, ni une exception. C'était devenu une réalité économique, structurelle, durable. Claire n'était plus uniquement membre du comité consultatif. Elle avait lancé sa propre marque. Non pas un simple label attaché à sa coopérative d'origine, mais une marque nationale, fédératrice, articulée autour de 3 principes: authenticité, traçabilité et justice. Le nom de cette marque, choisi avec soin, évoquait ses origines et son engagement. Elle s'appelait Origine Claire. Le mot « clair » n'était pas là pour flatter l'ego, mais pour incarner une promesse, celle d'une filière claire, lisible, sans détour. Elle avait refusé toutes les propositions d'associer la marque à un visage public ou à une campagne marketing agressive. Elle ne voulait pas d'idole. Elle voulait un système où les femmes et les hommes qui produisent soient mis en avant, pas masqués derrière des slogans. Le lancement officiel eut lieu dans un espace public du Marais, un quartier choisi non pour son prestige, mais pour sa mixité. Claire y présenta la philosophie de sa marque, entourée de producteurs venus de toute la France. Des femmes du Nord, des hommes du Sud, des jeunes installés récemment, des anciens luttant pour garder leurs terres. Tous partageaient une même vision. Ils avaient trouvé en elle une voie, une structure, une alliée, et surtout un modèle économique viable, fondé sur la coopération réelle, non sur l'exploitation déguisée. La marque fut lancée avec le soutien logistique de Novaterra, mais en totale indépendance. Étienne, de retour à ses fonctions, avait tenu sa promesse. Il n'était intervenu à aucun moment dans la stratégie de lancement. Il avait veillé à ce que Claire dispose des outils nécessaires, mais n'avait jamais dicté de ligne. Leur relation, toujours empreinte d'un respect profond, s'était stabilisée. Il n'était ni secret ni public. Ils partageaient des dîners, des moments, des silences. Mais chacun gardait son espace, sa trajectoire. L'amour, s'il existait, n'était ni déclaré ni affiché. Il était contenu dans les gestes discrets, les choix éthiques, les absences respectées. Le succès fut immédiat, mais mesuré. Claire refusa les interviews à sensation, les couvertures de magazines, les invitations à des talk-shows. Elle accepta uniquement les interventions qui servaient ses causes. Conférences sur l'agriculture responsable, forum de l'économie sociale, rencontres avec des jeunes en formation. Elle ne voulait pas devenir une image. Elle voulait rester une présence, une preuve. Elle se rendait régulièrement dans les écoles agricoles, racontant son parcours sans l'enjoliver. Elle parlait d'échecs, de solitude, de colère, mais aussi de la nécessité d'agir sans attendre l'approbation de ceux qui ne viendraient jamais vous la donner. Dans son village natal, la coopérative fonctionnait mieux que jamais. Elle y avait laissé la gestion quotidienne à une équipe formée par elle et y revenait souvent, sans prévenir. Elle aidait à étiqueter, à charger les caisses, à trier les produits. Sa place n'y avait jamais été perdue, seulement transformée. Elle n'était plus l'anonyme qui travaillait en silence, mais la fondatrice d'un lien entre 2 mondes longtemps opposés. Un matin d'automne, alors qu'elle rentrait d'une conférence à Bordeaux, Claire s'arrêta dans une petite aire de repos sur une nationale. Dans la boutique attenante, elle vit un rayon entier consacré à sa marque. Les produits étaient bien présentés, sobres, fidèles à leur esthétique initiale. Un couple de retraités examinait les étiquettes avec intérêt. L'homme dit, en montrant un pot de confiture, « Celle-là, on dit qu'elle vient d'une coopérative de Bourgogne, tenue par une femme. Ça a bonne presse. » Claire ne dit rien. Elle ne se présenta pas. Elle ne se manifesta pas. Elle observa simplement, puis repartit, le cœur apaisé. Ce jour-là, dans le train du retour, elle reçut un message d'Étienne. « Je pense souvent à ce que tu m'as dit il y a 1 an dans ce restaurant. Qu'on ne construit pas avec des regards, mais avec des actes. Aujourd'hui, tu as construit un monde que personne n'avait prévu. Merci de m'avoir appris à regarder autrement. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle laissa le message dans sa boîte de réception comme un souvenir vivant. Elle regarda par la fenêtre, les paysages défiler, et sourit sans artifice. Elle pensait à toutes les femmes qu'elle avait croisées depuis, celles qu'il avait à remercier, celles qui lui avaient écrit, celles qui s'étaient lancées à leur tour. Elle n'avait pas cherché à devenir un modèle, mais elle était devenue un signal, un signe que l'on pouvait exister sans se plier, réussir sans se trahir, grandir
sans renier ses racines. Quand elle descendit du train, le soleil se couchait lentement. Elle marcha à travers le village jusqu'à sa maison. Elle s'arrêta devant la porte, leva les yeux vers le ciel, puis entra sans bruit. Demain, une nouvelle réunion l'attendait à Paris, mais ce soir, elle était là, chez elle, en paix.